Je suis Emmanuel Carly, je suis directeur général de l'école d'informatique Epitech. Alors, je partage avec Pierre Carly les mêmes lettres de l'alphabet pour son nom, mais je n'ai pas eu l'opportunité de le rencontrer auparavant. Je dois dire que le projet qu'il a présenté est un projet type de ceux qu'on pousse aujourd'hui à l'école pour focaliser aujourd'hui les techos sur des sujets qui vont sauver l'humanité ou la société. On m'a posé une question qui m'a surpris, qui a été est-ce que la médecine d'urgence est éligible à l'innovation? Alors sur le coup, je me suis dit, waouh, c'est quand même assez impressionnant parce que vous êtes sur un sujet qui est quand même un sujet très important et au fond, pourquoi vous n'auriez pas droit à ça? Et puis, je devais arriver à 11h et finalement, j'ai posé mon fils à l'école et puis étant sur la ligne 6, je me suis dit, je vais pousser jusqu'à Sèvres-le-Courbe et puis je me suis installé au fond et puis j'ai écouté ce que vous disiez. Et je dois vous dire que le citoyen Carly a pris un peu peur quand même. Et au fond, je me suis dit, bon, on est dans un État avec 2000 milliards de dettes. Bon, c'est vrai qu'au quotidien, ça ne doit pas être facile pour eux. Mais bon sang de bois, pourquoi ils ne pensent pas à l'outil informatique pour les aider là où ils en ont besoin? Et je voudrais tuer, en fait, dans mon propos, un point qui est un point de notre époque, qui consiste à dire qu'aujourd'hui, la technologie va tout disrupter. D'accord? Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La première bonne nouvelle, c'est vous vous souvenez de cette personne, Elizabeth Holmes, qui voulait tout disrupter dans la santé en développant des tests sanguins rapides à bas coût et tout le reste et tout le reste. Tout le monde en a parlé. C'est devenu une superstar du monde start-up. Si vous allez aujourd'hui à Vivatech, si vous avez le temps d'y aller, vous verrez qu'au fond, tout le monde veut tout révolutionner. C'est-à-dire que la révolution, ça ne veut plus rien dire. Alors, c'est quoi ton projet? Moi, je veux révolutionner ça. D'accord, ok. Et t'es combien? Je suis tout seul. Et ça fait combien de temps que tu travailles? Ça fait 2 jours à peu près que je travaille là-dessus. Ok, c'est génial. Alors ça, moi, pour être vraiment dans ce milieu-là depuis 5 ans, je peux vous dire que c'est un discours que je ne supporte plus. Donc on a mademoiselle Holmes ou madame Holtz, tout respect pour elle, hein, c'est le rôle qu'on attaque, c'est pas la personne, qui veut disrupter la santé. Et puis on la trouve à la une de tous les plus grands magazines avec un petit truc dans les mains là comme ça qui va tout disrupter. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait pendant des dizaines d'années, c'est-à-dire si on fait la somme de toutes les années d'études que vous avez cumulées ici, vous avez quelqu'un qui n'a pas fini ses études qui vous dit que de toute façon elle va tout disrupter, hein, et que vous servez à rien parce que justement les plus jeunes ils savent mieux faire que vous. Et bien au final cette disruption là, elle n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu. Alors vous regardez les titres. Les histoires hallucinantes de la Silicon Valley, il n'y en a pas qu'une seule. Pourquoi on a cru à Theranos? Pourquoi la montée et la descente de Theranos, etc., etc. 9 milliards, hein, la start-up. Vous vous rendez compte, si on vous donnait 9 milliards, qu'est-ce que vous feriez avec 9 milliards? Vous les voulez ou vous les voulez pas? Non, vous les voulez pas en fait. Vous voulez continuer à galérer, à trouver des lits et tout ça, pendant qu'il y a des mecs qui volent à 10 000 mètres dans un avion à 900 km/h? Bon. Attendez, j'appuie pas sur le bon bouton. Deuxième révolution, il y a même un mot qui a été issu de ça, l'ubérisation. Alors, l'ubérisation des taxis. Je suis désolé, elle n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu. Des boîtes qui sont des boîtes existantes, qui sont résilientes, ont été déstabilisées à un moment donné. Mais les mecs se sont mobilisés, ont développé les outils qui vont bien, et aujourd'hui, ils font mieux qu'Uber. Moi, j'ai téléchargé une fois Uber. J'étais avec mon épouse, mes 3 enfants. On partait du côté de Pigalle, on est dans le 12e. Bon, je dis, bon, Uber, allez, j'essaye. Je commande mon Uber. La commande se fait, le truc s'arrête tout de suite. Et puis le mec m'appelle. Ah tiens, c'est bizarre. Oui, en fait, je suis en fin de journée, je ne peux pas vous prendre, donc j'ai confirmé pour avoir votre numéro, je vous appelle. Vous allez où? Je vais à Pigalle avec mes enfants, là on est 5. Ok, je vous fais la course à 75 €, ça vous va? Je dis, oh, mais c'est marqué quoi sur mon front là? Au revoir monsieur, des installations d'Uber terminées. Et j'ai utilisé G7. J'ai discuté avec un jeune start-upper, bien évidemment, parce que qu'est-ce qui leur plaît là-dedans? C'est d'avoir la voiture avec les vitres teintées, c'est d'avoir quelqu'un qui vient vous ouvrir la porte parce que vous êtes quelqu'un d'important. C'est ça la révolution d'Uber. Après, il y a eu peut-être les questions un peu de coût. D'accord? Et je lui dis, mais
G7, c'est la même chose. Mais non, mais je peux voir où est mon taxi. Mais moi aussi. Mais je peux dire combien je le note. Mais moi aussi. Mais je sais combien ça me coûte à l'avance. Moi aussi. Ah bon, ben je vais essayer. Alors regardez aujourd'hui les œillères qu'ils ont et le manque de recul et le manque d'ouverture. C'est assez incroyable. Un autre exemple, l'ubérisation d'Accor. Vous avez tous entendu parler de la fin d'Accor à cause d'Airbnb. Vous aviez tous misé sur Airbnb en leur mettant vos appartements à louer et en prenant une chambre chez Accor parce que ça coûtait moins cher. Eh bien, ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, Accor a fait une révolution qui est incroyable. Moi, j'ai assisté à une conférence du directeur de l'innovation d'Accor. Ils ont mis en place des systèmes informatiques qui changent les prix des milliers de fois par heure ou par minute, je ne me souviens plus. Ce qui fait que les plateformes qui utilisent cette information, comme Booking par exemple, elles n'ont jamais la dernière information à jour. Donc vous avez plutôt intérêt à aller sur le site d'Accor pour savoir quel est le meilleur prix, plutôt que d'aller sur Booking. Information, ça vous servira peut-être plus tard. Et puis ils se sont lancés aussi dans des... Ils se sont lancés... Pardon ? Alors, moi j'ai pas de conflit d'intérêt, j'ai pas d'action chez Accor et rien du tout. Et je ne suis pas médecin, donc j'ai pas signé de... j'ai rien signé. Regardez par exemple les chaînes qu'ils lancent aujourd'hui. Ça, c'est un hôtel qui s'appelle Joe & Joe, et ils partent de la fonction vers l'émotion. Ils ne considèrent plus qu'une chambre est un mètre carré, ils considèrent que des chambres, c'est des mètres cubes. D'accord ? Et ils revoient totalement la façon de travailler et de proposer leurs services. Aujourd'hui, c'est une boîte qui va beaucoup, beaucoup mieux. Et il y a quelques années, on ne misait pas large d'accord. Alors, tout ça pour vous dire que les acteurs historiques sont dans la place. Vous êtes les acteurs historiques. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous, mais en tout cas, votre futur vous appartient. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez cette photo ? Allez, vous connaissez cette photo. Est-ce que vous savez de quoi on parle, là ? Attendez, j'entends pas bien. Himalaya, non ? Ouais, ruée vers l'or, Klondike. Alors, est-ce que vous connaissez ça, là, vous connaissez ? Est-ce qu'il y a un parallèle entre ça et ça ? Ouais. C'est le niveau d'échec. Pareil, 2-3%. C'est la même chose. D'accord ? 2-3% de réussite, pardon, excusez-moi. Oh, attendez, vous me corrigez. 2-3% de réussite, c'est la même chose. D'accord ? Il n'y en a pas 60% qui arrivaient déjà dans l'Ouest, il n'y en a pas 30% qui passaient le reste, et puis sur les 10% qui restaient, il n'y en a pas 2-3. Ils étaient à peine 2-3% à trouver de l'or pour de vrai, à s'enrichir. Par contre, ceux qui vendaient les pelles en bas, ou comme les Rockefeller, ceux qui ont fait fortune en vendant tout le reste pour aller chercher de l'or, ils ont fait fortune pour de vrai. Donc aujourd'hui, on est dans un monde, au fond, le capital ne coûte rien, on peut emprunter de l'argent, on peut lever des fonds de manière très importante, et l'objectif, c'est de mettre le maximum de jeunes dans cette situation-là. D'accord ? C'est de créer... Peut-être que Theranos, elle aurait réussi au final. On n'en sait rien, mais elle n'a pas réussi. Alors, voilà pourquoi les startups échouent. Il y a plein de raisons, mais au fond, le besoin, le market need, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, le market need, c'est le plus important. Vous devez vous poser la question de votre market need. Vous avez des problèmes au quotidien. Quel est le plus gros problème que vous devez résoudre collectivement? Si vous avez fait Sauve Live, vous pouvez faire Sauve médecin urgentiste. Parce que moi, j'ai eu besoin des médecins urgentistes il n'y a pas si longtemps, et j'étais bien content de pouvoir me faire soigner aux urgences. Pour de vrai. Même si au fond, en fait, je m'étais soigné avant. Alors, où est-ce qu'on retrouve l'informatique et l'innovation? À nouveau, pour vous faire réfléchir sur le fait que mais vous ne pouvez pas vous poser la question de savoir si l'innovation, vous y avez droit ou pas, si l'informatique, vous y avez droit ou pas. D'accord? Est-ce que vous pensez que dans ce train, le chauffeur, il se prend des poteaux où c'est marqué accélère, arrête, freine à 320 km/h toutes les demi-secondes? Oh putain, il faut que je freine. Non. Non, il y a des gens qui, à un moment donné, se sont dit, OK, bon, si on veut aller vite, on va se poser, on va mettre en place des systèmes de signalisation, on va mettre en place des systèmes de contrôle, on va pouvoir envoyer l'information dans la cabine du chauffeur, et le chauffeur, quand il voit qu'il y a un problème, il clique sur un bouton et son train s'arrête. D'accord? Ils ne sont pas 10 là-dedans à faire ça. Donc, on a utilisé l'informatique pour quoi? On a utilisé l'informatique pour la vitesse, la répétabilité, la capacité de traitement de l'information, et remonter la bonne information au conducteur, au cheminot.
Attention, c'est un mot qu'on ne peut plus prononcer aujourd'hui. L'avion, c'est pareil. L'avion, c'est pareil. Ils sont plus que 2 là-dedans à piloter. Vous êtes déjà allé dans un cockpit d'avion? D'accord? Le cockpit d'avion, c'est aussi assez compliqué comme truc, quoi. Vous savez que plus vous montez en altitude, plus vous accélérez, plus votre domaine de vol est réduit. Donc quand on a des problèmes en vol, en altitude, bah, des fois, on n'arrive pas à bien récupérer le truc. D'accord? Je fais référence à un avion qui s'est crashé dans l'Atlantique. Et qu'est-ce que fait l'ordinateur? L'ordinateur, il est là en contrôle, en synthétisation d'informations, en permanence, à une vitesse que vous n'êtes pas capable de traiter. La Tesla, on vous met du multimédia à fond dans les voitures. C'est l'informatique qui le fait. Ce n'est pas l'humain. Le panda géant chinois qui fait l'électricité. Vous imaginez que dans le petit bâtiment là-bas, il y a 2000 personnes qui vont régler le on et le off de chacun des systèmes? Non, non. L'informatique a été inventée pour aller plus vite, pour aller plus loin. D'accord? Un des premiers exemples, ça a été la bombe électromécanique pour casser les codes pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord? Ce sur quoi a travaillé entre autres Turing. C'est une machine qui, en fait, au fond, a pris le travail de 10 000 personnes. Ça a commencé comme ça. Et ensuite, ils ont développé des machines de plus en plus puissantes pour faire de plus en plus de calculs de plus en plus vite. Sur l'intelligence artificielle, tous les acteurs de l'intelligence artificielle vous disent « redescendez sur Terre, les amis ». Il n'y a pas d'avancée majeure. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on faisait il y a... Les algorithmes sont globalement les mêmes. La seule différence, c'est que vous avez tous un méga capteur dans votre poche. Merci pour toute la donnée que vous nous donnez gratuitement. Hein, exactement, c'est pour nous. Et les data centers. La démultiplication de la capacité de calcul. D'accord? Un système en intelligence artificielle, regardez Uber, vous auriez mis quelqu'un, et d'ailleurs la personne qui était au volant a réagi pour essayer d'éviter la personne qui est venue en face, là où l'intelligence artificielle a dit « non, je considère que c'est un sachet ». Bam. C'est ça l'histoire de cet accident. Tout comme la personne qui s'est crashée en Uber parce qu'il regardait Harry Potter dans sa voiture, le camion qui venait en face était face au soleil, on n'avait jamais appris à l'intelligence artificielle que ce cas-là pouvait arriver, et ben, elle est allée tout droit, il s'est encastré, je veux dire, il n'y a aucun urgentiste qui n'a rien pu faire pour le pauvre mec. Comme l'autre qui s'est encadré sur un terre-plein, vous voyez? Donc la machine aussi a ses limites. La même chose dans le solaire, la même chose dans l'éolien, d'accord? La même chose dans le nucléaire. Alors ceux qui ont essayé des manips sur des réacteurs en dehors du contrôle des ordinateurs, ça ne s'est pas très bien passé. Tchernobyl. Hein. Et alors, au fond, quand on regarde la santé, vous avez autour de vous des avancées technologiques qui sont des avancées majeures. Pourquoi vous, urgentistes, vous pouvez penser une seule seconde que vous n'y avez pas accès? D'accord? Ça, c'est pas un dessinateur qui le fait. C'est des informaticiens, à un moment donné, qui ont travaillé sur la reconstitution 3D à partir d'images de je ne sais trop quoi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tout comme ça. Donc l'avancée technologique, elle est possible pour vous. Alors moi, j'aimerais bien savoir qui peut raisonnablement penser qu'il ne peut pas y avoir d'innovation dans et pour la médecine d'urgence, aujourd'hui. J'espère que dans cet amphi, il n'y a personne. Maintenant, vous avez un problème qui est lié à la communication qu'on fait sur tout ce qui est technologique aujourd'hui. C'est un environnement qui est extrêmement anxiogène. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'intelligence artificielle va supprimer votre métier, parce qu'en matière de cancérologie ou en dermato, etc. Aujourd'hui, on sait que sur la dermatologie, par exemple, les intelligences artificielles font à peu près 7% d'erreurs. Les dermatos font 3% d'erreurs. Quand on combine les deux, on est à moins de 1% d'erreurs. C'est comme le pilote dans son avion. Il a un ordinateur qui est redondé 3 fois, avec des technologies différentes, qui récupèrent des informations de capteurs qui sont eux-mêmes redondés et qui leur remontent de l'information pour qu'au fond, quand il y a un accident, c'est assez rare. Et l'informatique, elle est là pour ça et elle est là pour vous. D'accord? Vous avez encore envie de vous prendre la tête sur cette histoire de trouver des lits? D'accord? Moi, quand j'entends ça, je me dis, mais mon Dieu, vous serez probablement bien utile ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas des algorithmes, des technologies que vous pourriez commencer à mettre en place, à prototyper pour traiter ce problème? Alors, et au fond, quand je faisais mes slides hier à l'école, je disais à mon directeur des opérations, je disais, tiens, tu te souviens
la photo là, des mecs qui poussent un truc carré. Ah oui, tiens, je vais te la retrouver. Ben voilà. Are you too busy to innovate? Oui ou non? Oui ou non? Ah là là, vous êtes pas... vous êtes abattus, hein? Non, non, désolé, on est trop busy pour innovate. Et puis il y a le petit mec là. Finalement, je me suis dit que je mettrais les petits bonhommes verts parce qu'au fond, ça collerait peut-être bien avec votre mal-être. Puis c'est pas gentil. Hein. Alors, on va regarder un grand monsieur. Einstein disait, c'est pas que je suis si intelligent, c'est que je reste plus longtemps avec les problèmes. Alors moi, j'ai qu'une question à vous poser, au final. Et vous? Avec quel problème passez-vous le plus de temps? Et c'est celui-là que vous devez commencer à traiter. C'est celui-là, d'accord? Ensuite, prenez l'informatique pour ce qu'elle est. Avant de regarder, je suis désolé, Star Trek, commencez à traiter votre problème du quotidien. Parce que vous n'irez jamais à Star Trek si vous ne traitez pas les problèmes du quotidien. D'accord? Dans le monde informatique, il y a une phrase qu'on utilise, vous savez que 80% des projets foirent. D'accord? Et on dit souvent, le client a compris qu'il n'avait pas compris quand on lui livre le logiciel. Et donc, il y a des gens qui ont mis en place des méthodes qu'on appelle les méthodes agiles pour commencer à travailler sur ce qui est le plus gros, le plus important, ce dont on est sûr tout de suite. Et on le fait. Et ensuite, on verra. On n'a pas besoin de planifier ou de faire des grands plans à 30 ans pour savoir. De toute façon, dans 30 ans, vous ne savez pas où vous serez. Personne ne sait où vous serez. Donc, commencez par travailler sur votre quotidien. Et c'est comme ça que les méthodes agiles ont été mises en place. Et c'est comme ça qu'on réussit à augmenter l'efficacité des développements logiciels. Parce qu'au fond, à un moment donné, on répond à un problème qui est précis, qui est compréhensible. Et c'est là où je trouve que cette initiative Solve Life, je peux vous assurer qu'en termes de technologie, je pense que il n'y a pas de grandes avancées technologiques derrière cette application, mais il y aura une grande avancée pour la société. D'accord? Et je crois que j'en ai terminé. Merci.